Comment bien entretenir le fer de couvreur, donc le fer pour souder les zingues, c'est le sujet de la vidéo du jour. Donc après avoir vu comment bien gérer l'optimisation de l'alimentation en gaz de l'appareil, eh bien on va s'intéresser à l'appareil en lui-même de manière à ce qu'il soit entretenu le mieux possible pour avoir un meilleur confort de travail possible. Pour ceux qui rejoignent la série de vidéos que maintenant, je tiens à préciser qu'il s'agit d'une série de vidéos que j'ai dédiées à la soudure du zinc, sur lesquelles je souhaite aborder en long, en large et en travers les tenants et aboutissants de la soudure, de manière à pouvoir apprendre à faire de bonnes soudures sur le zinc. Et donc j'ai choisi de commencer par l'entretien de l'outil dans un premier temps. Donc l'idée c'est de construire ce mini cours vidéo ensemble. Donc pour ceux qui participent et qui mettent des commentaires, eh ben, je tiens à vous remercier. Ça me fait plaisir et ça contribue à enrichir un peu le contenu. Ça me permet aussi d'apprendre des choses parce qu'il y a plein de petits détails que j'apprends dans les commentaires. Donc si vous pouvez continuer comme ça, c'est impeccable. Pour ceux qui découvrent la série de vidéos quelques semaines plus tard, eh bien cette mini formation vidéo sera disponible en commentaire épinglé et dans la description pour ceux qui souhaiteraient la regarder. Et donc aujourd'hui, on va attaquer à regarder l'entretien du fer et aussi ce qui peut causer, pour ceux qui rencontrent des problèmes avec leur outil, qu'est-ce qui provoque une flamme jaune qui déborde et qui fait que ça ne va pas et que le gaz sort un peu de partout et nulle part. Donc dans cette vidéo, je vais aborder trois points particuliers qui sont à regarder sur un fer. Donc quelle que soit la marque, c'est à peu près le même mode de fonctionnement. On va avoir la pièce qui se trouve à l'intérieur ici qui s'appelle, donc sur les chantiers on appelle ça le gicleur, mais le terme du fabricant quand il y a besoin de retrouver la pièce c'est injecteur, le terme précis. Voilà, même si le fer ne fonctionne pas au gasoil, on dit quand même injecteur chez le fabricant. Et ensuite on va avoir aussi la petite grille qui est là et le nettoyage de la chambre. Donc on va commencer par l'injecteur. Donc pour avoir accès à celui-ci, il suffit tout simplement de mettre le fer dans l'étau, de le bloquer. Voilà. Ensuite de servir, donc selon le modèle du fer, là dans mon cas, ça va être une clé de 22. Et je vais venir chercher ici et dévisser, donc toujours dans le sens inverse dans le cas du gaz. Donc je visse pour pouvoir retirer mon manche. Voilà. Donc là, j'ai enlevé le manche. Il y a un petit joint qui, dans le cas du mien, est en bon état, mais ça peut être une pièce qui est à changer et qui peut s'user. Donc voilà, je mettrai la référence dans l'article dédié à cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Et donc là, on voit l'injecteur qui se trouve ici. Donc c'est cette petite pièce-là, donc qu'on va retirer tout simplement, manuellement, sans pince ni rien. Voilà, et la pièce est retirée. Concernant cette petite pièce, il y a plusieurs choses qui peuvent se produire. La première, c'est si un fer avait été utilisé auparavant avec du butane, elle peut être encrassée parce que c'est un gaz qui est généralement gras et ça peut obstruer donc cette petite pièce. Cette petite pièce, elle sert à quoi? Elle sert à filtrer le gaz et à le vaporiser de manière à le diffuser uniformément dans la chambre. Ce qui veut dire que s'il est obstrué, et là savoir qu'on ne passe même pas une aiguille là-dedans, ça peut se faire très facilement. Un autre cas qui peut arriver aussi, c'est dans le cas qu'une aspérité se glisse ici sur le détendeur dans le cas du chantier où il y a de la poussière et que cette poussière se retrouve expulsée et bloquée aussi là-dedans. Donc si c'est seulement des problèmes d'impureté, la seule chose qu'il suffit de faire, c'est de souffler là-dedans dans le sens inverse du gaz. Donc le gaz, il rentrait de ce côté-là, et nous on va souffler de ce côté-là. L'orifice est conique, donc c'est pour ça qu'on va souffler dans le sens inverse, parce que si on souffle dans le sens du cône, dans le sens où ça se réduit, on va venir tendance à plutôt bloquer la poussière ou l'aspérité, alors que si on le fait dans l'autre sens, ça la débloque. Donc tout simplement souffler là. Et quand on entend de l'air, c'est que ça va. Donc dans le cas, le mien est plutôt propre, mais c'est pour expliquer. Et ensuite, ce qui est pas mal, c'est d'essuyer le tout avec un chiffon sec. Donc là, le mieux, c'est carrément de prendre du mouchoir. Comme ça, on est sûr que c'est propre.
Et voilà, et on est à peu près sûr que la pièce est nickel. Voilà, ensuite on va tout simplement le reglisser donc manuellement. Voilà, donc ça se visse. Voilà, jusqu'à ce qu'il vienne fermement et il n'y a pas besoin de le serrer plus que ça. Un autre truc qui peut se passer avec ces petites pièces-là, c'est dans le cas d'un fer acheté d'occasion, il se peut que l'utilisateur n'ait pas vraiment pris soin de l'outil et donc que quand ça se bouche, qu'il y ait la mauvaise idée tout simplement d'utiliser une aiguille ou du papier à poncer. Si c'est le cas, ça ne marche pas parce que ça va agrandir l'orifice de l'injecteur et donc ça va envoyer trop de gaz et provoquer des problèmes de flammes jaunes qui apparaissent justement au-dessus du fer et qui posent des problèmes. Dans ce cas-là, le mieux à faire, c'est tout simplement donc, de commander les injecteurs qui vont avec le fer. Donc, pour ma part, voilà, j'ai réussi à retrouver la référence sur le site du fabricant. À vous de voir, selon le modèle que vous avez, de le retrouver chez le fabricant. Dans mon cas, c'est un fer classique. Je sais que chez Express, c'est aussi des pièces différentes selon si le fer est disposé d'un piezo et selon aussi si c'est une ancienne génération comme celui-ci qui, pour le coup, a l'air plus qualitatif, je trouve, qui est en métal, qui se dessert avec une clé et qui vient se retirer donc comme ceci. Le même système en fait. Là, et on a ici la pièce des anciennes générations que j'aime bien par ailleurs pour faire quand j'ai besoin de puissance pour faire des soudures de caniveau et des grosses soudures. Je les trouve pas mal ces anciens brûleurs. Voilà, donc dans ce cas il suffit tout simplement de recommander la pièce et de la remplacer. Un autre truc important aussi qui peut se passer, c'est que ce soit mal positionné ou qu'il y ait eu une pince multiprise qui ait été utilisée. Alors il faut savoir qu'en couverture on a une vieille manie qui n'est pas vraiment une très bonne habitude pour les outils. C'est que cette pince, en fait, on l'a très souvent. On l'a très souvent parce qu'on s'en sert tout le temps, en fait. Alors, sur les couvertures en ardoise, on s'en sert pour arracher les clous sur les ardoises qui sont mal clouées ou cassées, tordre les crochets pour remplacer des ardoises, brider les gouttières, arracher des pas de zinc, enfin, ça sert pour tout. Ce qui fait qu'on l'a toujours sur nous, mais on n'a pas forcément sur le toit des clés. Et ce qui arrive, c'est qu'on a la flemme de descendre, de les chercher dans le camion. Si on en a bien dans le camion, des fois on n'en a même pas dans le camion et du coup on a la mauvaise habitude quand on bricole un outil, une machine ou n'importe quoi d'utiliser ces pinces. Bon, déjà ça a un inconvénient, c'est que quand on vient utiliser la pince, voilà, sur un pas de vis comme ça, sur un écrou, sur un écrou et un boulon, ça vient l'abîmer et du coup à terme on ne peut plus ni le visser ni le revisser. Ni dévisser ni revisser, pardon. Et ça a un autre inconvénient dans le cas de tout ce qui est gaz, c'est qu'en fait ça a tendance, si je viens prendre ma pince ici et que je viens, si j'exagère, que je utilise ma pince et que je viens, clac, prendre ici et serrer, ça va écraser la paroi intérieure et ça va esquinter donc cette pièce-là qui est l'injecteur et ça va aussi poser des problèmes. C'est la même chose lorsqu'on vient travailler sur ces tuyaux à gaz quand on veut les changer. Si on utilise la pince et qu'on vient, clac, serrer ici, ça va écraser la paroi à l'intérieur et ça peut causer une fuite de gaz, donc créer des fissures dans le conduit de gaz à l'intérieur et poser des problèmes. Donc pareil, on va préférer utiliser des clés comme en mécanique, quoi. Donc la pince multiprise dans le cas d'un entretien de fer est à proscrire. Et pour ma part, l'habitude que j'ai prise, c'est que j'ai tout simplement acheté des clés exprès. Donc ça, c'est à peu près l'ensemble de clés que j'ai besoin pour entretenir mon fer. Et ce que je fais, c'est que je les groupe et je me les garde toujours dans ma caisse ou avec mon nécessaire. Comme ça, si jamais j'ai besoin de le bricoler sur le toit, je pars pas dans la dérive d'utiliser la pince et d'éclater mon outil, quoi. Ensuite, une autre cause qui peut altérer, on va dire, la qualité de diffusion du gaz, c'est d'avoir une chambre et un venturi qui sont plutôt rouillés, quoi. C'est ce qui arrive souvent d'ailleurs parce que les fers, on a tendance à les laisser sur l'échafaudage parce que voilà, on n'a pas envie de les descendre, il n'y a pas grand monde qui va vouloir y voler, donc on y laisse traîner, ça prend un peu l'humidité, ça prend la rouille et ce qui fait que des fois on ne comprend pas pourquoi la flamme elle sort pas vraiment correctement ou on a l'impression qu'elle chauffe pas vraiment la panne, quoi. Donc dans ce cas-là, ce qu'il suffit de faire, tout simplement, c'est de ouvrir le fer, ouvrir la chambre, tout simplement retirer l'injecteur pour avoir accès donc à la partie qu'on appelle le venturi, qui est cette partie de tuyau qui est d'un diamètre réduit. L'idée,
c'est de créer une accélération du gaz à l'intérieur pour avoir une combustion améliorée, de meilleure qualité. Et après, pour avoir accès à la chambre, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter ma panne. Donc la panne, tout simplement, bah, ça c'est la partie la plus simple à démonter. Il suffit, clac, d'enlever l'écrou qui est ici. Voilà. Et ça permet d'avoir accès à la chambre ici. Et de vérifier s'il n'y a pas des aspérités. Alors là-dedans, il y a aussi la grille qu'on abordera plus tard. Je vais la retirer pour pouvoir poncer correctement l'outil. Donc à savoir que celle-ci, j'avais envie de la changer, donc c'est normal que je me prenne pas la tête. Voilà. Donc on voit que la grille ici avait bien pris la rouille. Et donc là, maintenant que j'ai la chambre à nu, je vais aller me servir de la paille de fer. Donc tout simplement frotter à l'intérieur. Là voilà, on voit qu'il y avait quand même pas mal de résidus. Là, je vais essayer de frotter un petit peu avec le tournevis. Vous voulez un papier à poncer. Et voilà. Comme ça, j'ai une chambre qui est plutôt propre. Donc une autre chose qui peut se produire aussi avec les chambres, c'est dans le cas où le fer, même s'il n'est pas utilisé, exposé à la rouille, quand il est stocké dans un grenier ou qu'il n'a jamais vraiment été utilisé, ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait des toiles d'araignée qui se foutent dedans ou de la poussière ou des saloperies, quoi. Et ce qui fait que la flamme, elle se diffuse mal. Voilà, donc en tout cas, voilà, c'est pour ce qui est de la partie de la chambre à nettoyer. Maintenant, on va vérifier le dernier point sur le fer. Donc ça, c'est plutôt exclusif au fer à souder express. Par exemple, si je prends celui-ci ou les fers à souder Virax qui sont assez similaires à ceux-là. Donc pour faire un petit topo, les fers à souder, il y a à peu près deux grandes catégories, les flammes ouvertes et les flammes cachées. Là, dans le cas, c'est des fers à souder à flammes cachées que l'on va surtout utiliser sur les chantiers pour ne pas être embêté par le vent et pas voir la qualité de la flamme altérée par les conditions météo, à défaut où la flamme ouverte va être plutôt préférée par les ornemanistes car ils travaillent en atelier. Donc celui-ci ne dispose pas de grille, ce sont les anciennes générations, donc ils font beaucoup plus de bruit et la flamme est propulsée dans la chambre et puis voilà, ça chauffe la panne comme ça. La petite innovation sur les dernières générations, c'est qu'il y a cette présence de grille. Donc je sais que les anciens n'aiment pas trop parce que on n'entend plus très bien les fers à souder. C'est vrai que pour ceux qui sont habitués à jauger la chaleur à l'oreille, c'est un peu perturbant. Mais en termes de confort de travail, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus silencieux. Cette grille, elle sert à quoi? Elle sert déjà à permettre au fer de ne pas faire beaucoup de bruit et elle va permettre aussi de diffuser la chaleur de manière bien localisée et précise autour de la panne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les pannes, elles ont ici un petit dessin donc, qui n'est pas là pour rien. Ça sert justement à une meilleure diffusion de la chaleur aussi. Et donc cette grille va venir autour et quand la flamme va se diffuser, elle va être vraiment diffusée, serrée, rapprochée autour de la base de la panne. Et ce qui va permettre d'avoir vraiment, de pouvoir jauger avec la molette une précision de chaleur assez agréable pour le confort de travail. Pour revenir à cette grille, ce qui peut se passer, c'est qu'elle peut être sujet à se déformer. Et c'est lorsqu'elle se déforme, qu'elle n'est plus très bien en place, que ça pose problème. Ça, en soi, c'est pas censé arriver. La raison qui fait que ça arrive, et c'est ce qui explique pourquoi, en fait, c'est pas conseillé de tremper les fers chauds dans l'eau froide directement. En fait, c'est tout simplement parce que ça crée un choc thermique avec ces petites grilles. Le choc thermique fait qu'elle se déforme, qu'elle n'est plus très bien en place dans la chambre et qu'ensuite on a une flamme qui part un peu n'importe où, quoi. Il y a des anciens qui ont l'habitude de tremper leur outil dans un seau d'eau froide quand ils ont fini de bosser. J'avais bossé avec plusieurs anciens qui m'ont dit l'avoir fait toute leur carrière, qui n'ont jamais été embêtés. C'est en partie vrai, mais ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que la plupart ils soudent avec des fers comme ça, qui ont des chambres
qui ne dispose pas de grille, ce qui fait que quand ces fers à souder sont trempés dans la flotte, étant donné qu'il n'y a pas de grille, ça n'a pas vraiment de conséquences. À part peut-être déformer un petit peu la chambre ou la panne, mais bon, en forge, ils trempent bien les aciers et les métaux directement dans l'eau froide quand ils ont fini de les travailler, et ça pose pas de problème non plus. Alors après, je connais pas le sujet précisément, mais bon voilà, pour les retours d'expérience que j'ai eu, c'est ça. Pour comprendre le pourquoi du clement et pas simplement donner des interventions bêtes sans comprendre pourquoi. En ce qui me concerne, c'est vrai que c'est un peu embêtant des fois sur chantier, voilà, quand on a terminé en intervention, éteindre le fer, qu'il est encore chaud, et ben, que c'est un peu emmerdant d'attendre qu'il s'éteigne. Et ben, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je me suis pris un bout de tuyau de diamètre 100, voilà, je l'ai coupé à peu près en biseau ici, je l'ai écrasé à la plieuse là, j'ai fait une pince, et ce qui fait que bah, mon outil, quand j'ai terminé de travailler, je le fous dedans, je le range dans la boîte, et ça pose pas vraiment de problème non plus. Donc pour la grille, il existe deux manières de faire. Là, j'ai arraché un petit peu à l'arrache celle-ci pour pas trop m'embêter. Mais donc pour ceux qui n'en disposent pas maintenant et qui ont envie de faire les radins, bon, même si la pièce ne coûte pas grand-chose, j'ai vu des collègues qui arrivaient à la reformer à l'aide d'un marteau aplané et d'une barre de ferblantier. Une barre de ferblantier, ça dispose d'un cône et comme ça on peut le remettre et taper à la plane pour le remettre en forme. Moi, personnellement, j'ai pas ça, donc bah, pour cette fois-ci, j'en ai racheté un. Mais bon, il faut savoir que c'est une solution qui est possible et qui peut dépanner si on n'a pas de grille neuve tout de suite sous la main et qu'on a besoin de se dépanner parce qu'on a besoin de faire les soudures le jour même. Mais sinon, voilà, pour le remettre, tout simplement, c'est assez simple. Il suffit, clac, donc voilà, de prendre la chambre, d'orienter donc les deux petites dents qui sont ici, donc de les orienter vers le bas, de commencer à enquiller la chambre. Là, voilà, de l'enquiller. Donc les ergots bien en bas. Voilà, jusqu'à ce qu'on entende un clic se faire. Et là, ça veut dire qu'on est bien enquillé. Une fois qu'on a fait ça, on peut renquiller le tout sur la panne. Voilà. Resserrer l'injecteur et remettre en place le manche avec la clé de 22. Voilà, alors on serre bien le tout quand même pour que le gaz soit bien hermétique. Voilà, et maintenant que j'ai tout bien remis, tout bien resserré, donc important de bien resserrer pour pas qu'il y ait de fuite de gaz par-ci par-là. Moi, je vais tout simplement essayer, voir si tout fonctionne correctement. Donc là, je vois que j'ai un petit défaut sur la grille parce que j'ai un petit peu la flamme qui part sur le côté, donc je vais rectifier ça. Donc là, si j'illustre comme ça, on voit un petit peu mieux, on voit justement la flamme qui se diffuse donc autour de la grille. Donc voilà, j'ai enlevé la panne tout simplement pour montrer, pour faire plus simple. Ce que j'ai fait pour la remettre en place, c'est que j'ai tout simplement pris le tournevis et j'ai été bien la coller sur les côtés. Et là, on voit justement la flamme donc, qui se fait bien autour sur les côtés. Voilà, le but c'est de bien coller. Là, on voit bien la flamme jaune ici qui vient justement chauffer la panne directement. D'ailleurs, j'en profite que ce soit chaud pour continuer à replaquer. Voilà. Donc, en fait, l'erreur à pas faire, c'est de ne pas essayer de trop resserrer la grille au moment de la rentrée à l'intérieur. C'est un peu l'erreur que j'ai fait sur cette fois-ci. C'est vraiment de la rentrer en force et que ça fasse le clic au dernier moment pour bien qu'elle soit en force et bien mise dedans. Et c'est là qu'on comprend que ça peut facilement se déformer et facilement provoquer des problèmes. Voilà, vous savez donc à peu près tout désormais sur votre fer à souder de couvreur. Donc histoire d'avoir un outil qui est bien entretenu et pour avoir un bon confort de travail. Après effectivement, l'outil ne fait pas tout, hein, ça reste le bonhomme qui va faire la soudure comme on dit. Mais bon, déjà s'assurer que l'outil soit bien entretenu, ça évite déjà d'être embêté et d'avoir une bonne base pour travailler. Dans la prochaine vidéo, je vais montrer un dernier point sur l'entretien de l'outil qui est le plus crucial selon moi, c'est l'entretien donc de la panne de cuivre. Comment faire en sorte d'avoir une panne qui soit bien entretenue et bien conductrice de la chaleur.
Pour résumer, c'est un petit peu comme si on utilisait un ciseau à bois mal affûté pour faire de l'ébénisterie. C'est un petit peu compliqué de faire du bon boulot. Donc, dans le prochain contenu vidéo, eh bien, je vais aborder l'entretien de la panne, notamment en expliquant comment bien l'aligner et surtout bien la retaper. Voilà, et donc c'est à peu près tout pour la vidéo de la semaine. Donc pour ceux qui sont expérimentés comme moi ou plus expérimentés que moi, eh ben, dites-moi dans les commentaires comment vous entretenez votre outil. Je suis curieux d'apprendre des choses moi aussi. Pour ceux qui souhaitent suivre et apprendre des astuces et d'autres choses en Zingri, je vous invite à vous abonner à la chaîne car je publie chaque semaine une nouvelle vidéo en rapport avec le métier. C'est un défi vidéo que je me suis lancé en septembre dernier. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!